BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui n'a qu'une ambition, vous donner envie de lire des livres d'économie. Alors vous le savez, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous leur consacrerons la première partie de notre émission. Et puis nos deux critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, viendront vous faire partager leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos chroniqueurs du jour, Benahouda Abdelhaim, pour ses livres d'ailleurs, et aujourd'hui c'est le professeur David Mouret qui sera notre bibliothécaire pour les livres d'avant, nous rejoignent. Mais tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Alors vous le savez, le 30 novembre, c'est le début de la COP21, la grande conférence sur le climat, un événement qui a donné lieu à une littérature, mais littéralement surabondante. Alors le moins que nous vous devions, c'était bien de faire une sélection pour vous proposer le meilleur de cette littérature, et donc sur la base de critères relatifs à l'intelligence de ces livres, à leur qualité pédagogique, eh bien nous avons fait notre sélection, et donc les heureux élus sont là, j'ai envie de dire. Il s'agit pour le premier de Jean-Marc Jancovici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, vous publiez Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie. Vous vous attaquez à pas mal d'idées reçues sur le sujet. Vous êtes enseignant, consultant, fondateur de la société Carbone 4 et président du Shift Project. Le Shift Project, en deux mots? Le Shift Project, c'est un endroit où on essaye de réfléchir à ce que veut dire une économie décarbonée, avec les acteurs qui ont tout à y gagner et avec des propositions un peu concrètes. Merci. Et notre deuxième invité, c'est Ivar Ekland, le professeur Ivar Ekland, mathématicien, économiste. Vous avez présidé l'université de Paris-Dauphine, oui. Et vous publiez, vous aussi, chez Odile Jacob, le syndrome de la grenouille. Je suis très heureux de vous avoir, Ivar Ekland, parce que vous avez aussi écrit beaucoup d'autres livres, et notamment sur la théorie des jeux, sur lesquels j'ai beaucoup souffert plus jeune, mais j'ai aussi appris beaucoup. Alors, on commence avec vous, Jean-Marc Jancovici. Vous dites... à propos de l'énergie, c'est vraiment le domaine qui a façonné le monde. Aucun autre domaine n'a façonné le monde comme l'énergie. Le décollage économique du 19e, c'est l'énergie. La crise de 2008, c'est l'énergie, par exemple. Ce que moi j'appelle l'énergie, en fait, c'est ce que beaucoup d'économistes appellent le progrès technique. Le progrès technique, c'est quoi? C'est d'avoir progressivement appelé à notre rescousse un nombre croissant de machines qui se sont mis à suppléer nos bras et nos jambes et à faire à vitesse accélérée un certain nombre de choses qui sont devenues de plus en plus accessibles, qu'il s'agisse de tasses, de chaises ou de smartphones. Cette énergie, en fait, c'est la nourriture des machines. L'énergie en physique, c'est la transformation par définition. Donc plus on a d'énergie, plus on peut transformer. Et comme nous, notre corps, il a une capacité limitée à absorber de l'énergie, c'est-à-dire manger pour bouger nos bras et nos jambes, on a créé d'autres objets qui sont capables de le faire à notre place, qui s'appellent des machines, et qui, elles, plus elles sont grosses, et on peut les faire de plus en plus grosses, plus elles peuvent absorber d'énergie et transformer l'environnement. Donc l'énergie en quantité croissante donne de manière extrêmement simple le PIB croissant d'un pays. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, vous dites, il y a un phénomène qui s'est produit en 2005, c'est la production mondiale qui cesse d'augmenter. De pétrole. Pour le pétrole, bien sûr. On n'augmente plus la production de pétrole. Et vous dites, indépendamment du stock de réserve et de ce qu'on découvrira comme réserve dans les années à venir, on n'augmente pas cette production. Et donc, si on n'augmente pas cette production, on fait le lien que vous faites avant, ça veut dire qu'il n'y aura pas de croissance demain. Alors, je vais prendre un parallèle. Imaginons que vous ayez un compte en banque dans lequel vous avez des intérêts qui produisent chaque année de plus en plus d'argent sur le compte en banque, mais que pour une raison quelconque, vous soyez limité dans vos capacités à retirer de l'argent de ce compte. Qu'est-ce qui compte vraiment? Le fait qu'il y ait plein d'argent sur le compte ou le fait qu'on vous empêche d'en profiter en quantité croissante? Les réserves, c'est ça en fait. Les réserves, c'est le compte en banque, mais il se trouve que ces réserves, elles sont de plus en plus difficiles à sortir de la banque. C'est du pétrole qui est de plus en plus difficile à sortir du sol. Le problème, c'est pas les réserves, c'est le tuyau, en fait. Exactement. Et en fait, si vous vous intéressez à la quantité totale d'hydrocarbures qu'on peut extraire du sol en dépensant moins de 1 kWh pour sortir 1 kWh, il y en a des quantités considérables. Mais si vous regardez ce que ça signifie en pratique de le sortir aujourd'hui, eh bien, le flux annuel d'extraction, donc la production annuelle, on va dire, vous n'arrivez plus à l'augmenter parce que c'est devenu trop dur. Et on ne s'en rend pas compte parce que dans les statistiques qui sont publiées par les organismes de place, on agrège du pétrole et d'autres trucs qui ne sont pas du pétrole. Mais quand on regarde le vrai pétrole, pardon,
Il a cessé de croître depuis 2005. Et comme on est toujours plus nombreux autour de la table de repas, c'est-à-dire qu'il y a les émergents qui émergent et qui en consomment de plus en plus, eh bien les pays de l'OCDE, anciennement industrialisés, en ont de moins en moins. Alors, il y a ce contexte pétrolier, énergétique, et il y a aussi cette problématique du réchauffement. Alors, pour bien comprendre, parce que, bon, on parle tous du réchauffement de 2 degrés, hein, ces fameux 2 degrés, mais 2 degrés, c'est une moyenne, ça veut pas dire grand-chose. Ça ne reflète finalement la situation de personne, puisque c'est une moyenne, et ça, c'est quand même pas très lisible, du coup. Une des choses que j'essaye d'expliquer dans ce bouquin, c'est du reste le chapitre qui a donné son titre à l'ouvrage, c'est que quand on vous parle de 2, 3 ou 4 ou 5, peu importe, degrés en 2100, ça ne fait peur à personne pour 2 raisons. D'abord parce que 2100, on sera tous morts et nos enfants seront morts, donc c'est tellement lointain, pardon, on aura d'autres problèmes à plus court terme, par exemple de me soigner ma toux. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on pense quelques degrés de moyenne, on confond avec quelques degrés de variation de la température là où on est. Or là, tout de suite, si dans la pièce où on est, la température varie de 2 degrés, il nous arrive strictement rien. Voilà, on passe à travers. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que la moyenne, elle représente une variation beaucoup plus ample. C'est un peu comme les notes de votre enfant au collège ou au lycée. Si elles varient de 2 points d'une composition sur l'autre, ça veut rien dire. Par contre, si la moyenne du lycée varie de 2 points d'un mois sur l'autre, ça veut dire quelque chose. Alors, justement, quand on combine cette problématique énergétique, cette problématique réchauffement, vous dites il ne faut pas se tromper sur la nature de problème que ça va créer. Le problème, c'est pas l'homme, c'est pas nous. Vous dites les problèmes qui seront créés par ces problématiques énergétiques et climatiques, ce sont des problèmes économiques, géopolitiques et aussi des problèmes démocratiques parce que la démocratie est allée de pair en fait avec la croissance. Alors je dis oui effectivement que alors j'aimais l'hypothèse, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis plus affirmatif, mais là c'est une hypothèse de travail qui me semble séduisante, qui est de dire que la démocratie de masse, le fait que l'essentiel de la population mondiale maintenant, enfin quasi, vive en démocratie, c'est l'enfant de l'énergie abondante, parce que ça permet finalement de créer un univers non contraint. Un univers en expansion est un univers non contraint, et dans un univers non contraint, c'est plus facile de faire des promesses et de les réaliser, c'est plus facile d'assurer une forme d'égalité, c'est plus facile d'assurer une forme de liberté. Si le monde n'est pas contraint, n'importe qui peut s'établir entrepreneur et avoir une chance de succès. Donc c'est quelque chose qui est consubstantiel à mon avis à la démocratie, la croissance qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et effectivement, je me pose la question de savoir si ça va résister au fait que le monde devienne contraint. Alors les conséquences géopolitiques, c'est quoi par exemple ? Le printemps arabe ou ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on vient de vivre à Paris il y a une semaine. Tout ça, c'est des conséquences indirectes de l'énergie et climat, et ça fait l'objet d'un plein chapitre du bouquin où j'explique que le printemps arabe, alors avec la Syrie au sens large, a été déterminé par un certain nombre d'éléments qui puisent leurs racines dans l'énergie et le climat. D'abord, le premier élément qui puise ses racines dans l'énergie, c'est qu'on a découpé des frontières toutes droites, indépendamment des cultures, des peuples, des religions, parce qu'il fallait se partager le pétrole. Donc ça, c'est la création des puissances occidentales. Donc pétrole une première fois. Pétrole une deuxième fois, c'est la production mondiale s'arrête de croître en 2005, crise économique puis financière. Les touristes restent chez eux. Donc pour des pays comme la Tunisie et l'Égypte, ça les prive de recettes. Pétrole une troisième fois, la Syrie a passé son pic de production en 2002. Depuis, la production de pétrole décline. Or, c'est sa principale recette à l'exportation. Donc, moins de pétrole exporté par la Syrie, moins d'argent pour compenser les importations. Or, tous ces pays, et là, c'est changement climatique une première fois, sont structurellement importateurs de céréales désormais, à cause de la sécheresse endémique qui survient dans le bassin méditerranéen. Et en 2010, il y a eu un choc sur le prix mondial des céréales, à cause changement climatique une deuxième fois, de la canicule en Russie, qui a privé le marché mondial de 20% des quantités disponibles. Alors, venons-en maintenant aux solutions, ou ce qu'on croit être les solutions par rapport à ces problématiques énergétiques et climatiques. Les renouvelables, est-ce que ce sera la solution à notre défi climatique ? Les renouvelables, c'est les énergies qu'on a quittées historiquement pour passer aux fossiles. Les premiers bateaux avançaient au vent, les premières forges fonctionnaient au bois, etc. Et si on l'a fait dans ce sens-là et pas dans l'autre, c'est que les énergies fossiles avaient des avantages en termes de densité de puissance et de facilité d'extraction qui les rendent bien supérieurs. Tant qu'il y en a plein et que ça ne perturbe pas le climat, il n'y a aucune raison de se passer des énergies fossiles. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc revenir aux énergies renouvelables, c'est quelque chose qui va globalement affaiblir la productivité du travail, si je le dis de manière un peu large. C'est pour ça qu'on n'est pas très pressé de le faire, soit dit en passant. Alors moi, je pense qu'on va devoir le faire pour partie, mais on n'est pas très pressé de le faire. Parce que vous dites ce qui compte, c'est l'efficacité comparée des investissements dans toutes les sources d'énergie. Et vous citez par exemple la comparaison avec le nucléaire. En gros, pour une même production
d'énergie annuelle. Il faut installer 3 ou 4 fois plus de puissance en éolien qu'en nucléaire, par exemple. Un réacteur, en gros, il produit en moyenne sur l'année à 70% de sa pleine puissance, voire 90% aux États-Unis. Une éolienne, elle produit en moyenne sur l'année à 20% de sa pleine puissance, et un panneau solaire, en moyenne sur l'année, c'est 10 à 20, ça dépend où il est installé, % de sa pleine puissance. Donc il faut installer beaucoup plus de puissance. Quand on prend, alors les énergies renouvelables, entendons bien, c'est pas juste l'éolien et le solaire, mais c'est souvent de celle-là dont on parle en premier. C'est l'hydraulique, voilà, etc. L'hydraulique est beaucoup plus important dans le monde, hein. Mais pour ça, il faut des montagnes. Donc si vous êtes norvégien, vous pouvez faire plein de choses avec des renouvelables, et si vous êtes belge, pas de chance. Alors, vous revenez aussi sur l'exemple allemand qu'on cite quand même souvent comme référence. Regardez, ils ont réussi à développer des énergies renouvelables et vous dites quand même les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que prétendent les zélateurs de ce modèle. Ce que les Allemands ont dit quand ils ont commencé à faire leur tournant énergétique, la première chose qu'ils ont dite, les Français l'ont pas assez en tête, c'est d'abord qu'ils voulaient se débarrasser du nucléaire. Or, si vous remplacez du nucléaire qui ne fait pas de CO2 par des renouvelables qui ne font pas de CO2, ça a plein d'effets, mais pas celui de toucher au CO2. Donc si vous regardez le CO2 par kilowattheure électrique aujourd'hui en Allemagne, il est à peu près là où il était il y a 10 ans. Oui, et l'Allemagne est toujours aussi dépendante des énergies fossiles importées. Et si vous regardez les émissions par personne en Allemagne, elles sont aujourd'hui de l'ordre de 10 tonnes de CO2 par personne et par an, alors que les Français sont à 6. Et les Allemands étaient déjà à 10 tonnes de CO2 par personne et par an avant l'Energie 22 en ordre de grandeur. Donc ce qu'ils ont fait avec leur tournant énergétique, c'est qu'ils ont investi 350 milliards d'euros. C'est-à-dire la même chose que la réfection à neuf du parc nucléaire français, 350 milliards d'euros. Avec ça, ils ont accru la part renouvelable dans l'électricité de 22%, ils sont passés de 4 à 26. Une partie de cette électricité, ils la consomment, mais à la place du nucléaire, donc ça change rien sur le CO2. Et une partie, ils l'exportent de manière fatale quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, en demandant à leurs voisins de bien vouloir gérer à leurs frais cet afflux intempestif d'électricité. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors, vous pointez aussi le paradoxe du charbon. En gros, c'est quand même lui l'ennemi du climat, le principal ennemi du climat. Et pourtant, c'est lui aussi dont la production croît le plus vite. Quand on regarde la consommation d'énergie mondiale sur les 14 dernières années, donc 2000-2014, le charbon a augmenté 30 fois plus que le solaire et 10 fois plus que l'éolien. Donc, parler du solaire et de l'éolien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui s'est vraiment passé dans le monde sur les 14 dernières années, c'est pas du tout l'essor des renouvelables, c'est l'extraordinaire essor du charbon. Aujourd'hui, en France, vous avez 63, on en parle suffisamment, gigawatts de puissance nucléaire installée pour produire de l'électricité. Ouais. Le parc mondial de centrales à charbon, tenez-vous bien, c'est 1800 gigawatts. Donc 63 gigawatts de nucléaire en France, 1800 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. Si on veut respecter la trajectoire des 2 degrés, et ça c'est de la physique toute simple qui nous y amène, ces 1800 gigawatts, il faut totalement les mettre à la ferraille dans les 30 ans qui viennent. Totalement. Alors, est-ce qu'il y a, Jean-Marc Jancovici, un autre choix rationnel aujourd'hui que d'être à la fois écolo et pro-nucléaire ? Là aussi, on ne l'a pas assez rappelé sur les ondes françaises. Le GIEC, qui fait l'évaluation de la littérature scientifique sur la question, a dit, mais on s'est bien gardé de le répéter, que sans le nucléaire, la probabilité pour qu'on arrive à contenir le changement climatique dans des zones à peu près gérables était à peu près nulle. Dit autrement, ça ne suffit pas. Mais faire sans accroît le risque d'avoir de plus en plus de guerres, de déstabilisation, de krach économique et de choses beaucoup plus désagréables que le problème des déchets nucléaires. La croissance verte, ce thème qu'on emploie un peu à toutes les sauces, c'est une illusion ou c'est ce qui nous attend demain ? Vous pouvez malheureusement désormais en Europe enlever l'adjectif et à ce moment c'est ce qui nous attend. Ça a déjà commencé. En lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le pétrole, l'approvisionnement énergétique de tous les pays de l'OCDE a commencé à baisser en 2007. En Europe comme ailleurs, et la production industrielle Arnaud Montebourg-Roupa a commencé à baisser dans tous les pays de l'OCDE depuis 2007, à 2 exceptions près. L'Allemagne à cause de son solde exportateur et les États-Unis parce qu'ils ont eu un petit pitch d'énergie avec leur gaz et leur pétrole dit de schiste. Mais globalement dans la zone, la production industrielle décline depuis. Je ne vois pas de raison que ça s'arrête puisque le pétrole va continuer à décliner dans la zone OCDE. Le gaz décline en Europe puisque la mer du Nord est en déclin. Donc je pense que malheureusement, il va falloir inventer un avenir radieux sans croissance. Et quand je dis sans croissance, c'est pas avec un PIB constant, c'est malheureusement, je pense, avec un PIB décroissant. Alors,
Merci Jean-Marc. Alors vous avez évoqué cette question de la problématique du temps long. On y revient avec vous, Ivar Eklund. C'est un peu votre point de départ. Alors d'abord, ce syndrome de la grenouille. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. C'est quelque chose qu'on m'avait appris quand j'étais au Canada. On me disait, si tu veux faire cuire une grenouille, bon, pourquoi on veut faire cuire une grenouille, c'est une autre affaire. Il ne faut pas la jeter dans l'eau bouillante. Parce qu'elle sent qu'elle est en danger, il y a un traitement d'urgence, ses muscles se contractent, elle sort immédiatement. Ce qu'il faut faire, au contraire, si tu la mets dans une eau tiède, tu élèves lentement la température, alors la grenouille, elle est bien, etc. Ses muscles se décontractent, elle est de mieux en mieux. Puis quand il commence à s'inquiéter, eh bien, il est déjà trop tard. Alors, c'est cette idée, vraiment, qui me semble symbolique du changement climatique qui se passe en ce moment. Parce que chaque année est un petit peu plus chaude que l'année précédente. C'est un petit peu ce drame du changement graduel, en fait. C'est le changement graduel. Chaque année est un petit peu plus chaude que l'année précédente. Mais enfin, c'est pas tellement grave. Il y a un peu plus chaud, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus chaud. Et les générations, et il faut bien nous rendre compte aussi que les jeunes maintenant, ils n'ont pas connu les étés et les hivers du 1950. Donc leur élément de comparaison, c'est ce qu'ils ont connu en l'an 2000, etc. Donc il y a également un déplacement du but. Ce qu'on considère comme la température qu'on considère comme normale s'élève un petit peu tout le temps. Donc il n'y a aucun sentiment d'urgence, aucune raison de faire quelque chose maintenant, et le résultat, c'est qu'on ne fait rien. C'était un genre de procrastination. C'est-à-dire, en gros, concrètement, dès l'instant où on a un problème qui nous mène sur l'échelle de 2 ou 3 générations, finalement, la génération actuelle s'en fout, quoi. Il y a aussi cet autre problème. Le changement climatique cumule toutes les difficultés de la théorie économique. Par exemple, ça c'est complètement nouveau en économie, on nous demande actuellement de prendre des décisions dont les conséquences, qui tireront en conséquence dans 100 ou 200 ans. Mais dans 100 ou 200 ans, comme on l'a dit, nous ne serons plus là, les enfants ne seront plus là, et il n'y a pas d'intérêt personnel à ça. Oui, mais alors justement, passons en revue les mécanismes pour essayer finalement de réguler ça, j'ai envie de dire. Alors d'abord, le marché. Est-ce que la solution peut venir du libre jeu, des forces de la concurrence pour régler ce problème climatique? Non, non, elle ne peut pas. C'est une très vieille histoire. D'ailleurs, ce n'est pas neuf. Ça avait été dit par Adam Smith et par d'autres. Le climat est ce qu'on appelle un bien public. Si vous voulez, on parle du prix du carbone. Le problème est différent. Si vous voulez, on parle du prix du beefsteak. Le prix du beefsteak, c'est clair. Si je veux manger du beefsteak, je paye le beefsteak, je le mange. Si c'est trop cher, je n'achète pas le beefsteak et il est là. Mais le carbone, personne n'en veut du carbone. Donc le prix du carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va me dédommager parce que on va me donner quelque chose qui va me nuire. C'est pas un prix de marché, ça. Hein. Donc on peut, par des constructions artificielles, en faire un prix de marché. Mais ça ne... Donc le marché des émissions, donner un prix aux émissions, ça vous paraît pas une solution crédible? Alors, on peut donner un prix. Alors, ce qui est important, par exemple, c'est de limiter les émissions. Ouais. Alors maintenant, s'il y a uniquement le marché, vous comprenez bien que les forces du marché n'amèneront personne à limiter les émissions. Je veux dire, chacun produit, chacun émet, parce qu'on a toujours intérêt à émettre davantage. Pour qu'on dise, on va imposer un prix de marché, déjà, il y a une intervention de l'État. Ouais. Hein, déjà, l'État arrive et dit, messieurs, dames, on arrive, et c'est un peu comme la réserve américaine. Vous savez, le président de la réserve américaine disait, mon rôle, c'est de retirer la bouteille de punch quand les gens commencent à devenir trop gays. On ferme le bar à 3 heures du matin quand la fête bat son plein. Quand on dit, bon, on va mettre un prix de marché, c'est ce truc-là, le gouvernement. Donc déjà, il y a une intervention du gouvernement, ce n'est plus le marché. Alors maintenant, donc c'est un des outils d'action, et je pense qu'il est bon. Mais il y a plusieurs... Alors, parce que vous dites la rationalité, elle n'existe pas en fait. Par exemple, vous prenez l'exemple des baleines. Hein, vous dites la rationalité voudrait que les gens qui finalement vivent de la pêche à la baleine aient intérêt à ce que les baleines se reproduisent durablement. Or, on tue la ressource. Oui, ça c'est une expérience grandeur nature qui a été faite. Ça c'est quelque chose que j'avais vécu parce que j'ai été professeur au Canada. Dans les années 70, il était question de conserver les baleines. Et l'industrie baleinière disait, mais regardez-nous. Est-ce qu'on a l'air d'imbéciles qui vont tuer la poule aux œufs d'or? On vit des baleines. C'est pas nous qui allons les tuer. Et ça, c'est le jeu du marché.
Mais un de mes collègues à Vancouver, à l'époque, avait fait un calcul sur le dos d'une enveloppe. Et il avait comparé 2 stratégies. La première consiste à gérer le stock de baleines. La deuxième consiste à tuer tout le monde aujourd'hui et à mettre l'argent à la banque. Et la deuxième stratégie était bien supérieure, parce que l'argent se reproduit beaucoup plus vite dans le compte en banque, ou se reproduisait à l'époque, que les baleineaux dans la mer. Donc ça, et c'est à cause de ça qu'on a régulé la pêche à la baleine. Alors, si c'est pas le marché, on peut faire entrer en scène les économistes pour essayer de régler le problème. Et là, il faut faire intervenir une notion que vous évoquez dans votre livre, qui est la notion de taux d'intérêt écologique. Oui. Alors, le taux d'intérêt, c'est un peu la valeur du futur. Expliquez-nous ce que c'est que ce taux d'intérêt écologique. Bon, écoutez, le taux d'intérêt, c'est effectivement la valeur du futur, c'est-à-dire que si pour un taux d'intérêt si vous mettez un taux d'intérêt de 10%, un dommage évalué à 1 million d'euros dans 100 ans, ça vaut 0 aujourd'hui. Donc les taux d'intérêt élevés tuent le futur. Bien, maintenant, la recherche qui est faite là-dessus en économie dit il faut quand même distinguer des biens qui sont des biens de consommation, qui sont ceux dont vient de parler M. Jancovici ici, et qui sont des biens qu'on peut produire à volonté. Des ordinateurs, on peut en produire tant qu'on veut, tant qu'il y a de l'énergie. Il faut distinguer ce genre de biens qui sont en croissance, de biens qui sont plutôt en décroissance. Parce que des arbres, on ne va pas en produire indéfiniment. Ils ne peuvent se produire, c'est limité un arbre, de même c'est limité les baleines, on ne va pas en produire infiniment. Donc, entre des biens qui sont susceptibles d'être produits en quantité illimitée et des biens qui sont limités par nature, il ne faut pas appliquer le même taux d'intérêt. Et donc, des projets d'investissement dans la forêt, dans les biens naturels, ont plus d'importance et doivent être taxés à un taux d'intérêt plus faible, évalués, à un taux d'intérêt plus faible que des biens qui sont des biens de consommation qu'on pourra produire autant qu'on veut. Mais ce taux d'intérêt écologique aujourd'hui, il est nul. Il n'est pas nul, c'est-à-dire que quand vous faites un investissement dans l'environnement, personne ne dit 100 millions dans 100 ans, ça vaut 100 millions aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est trop faible, ça veut dire qu'il n'est pas assez incitatif. Ça veut dire que les taux d'intérêt que l'on prend sont les taux du marché. Il faudrait des taux plus faibles que les taux de marché, voire des taux négatifs. On est en train de parler de taux négatifs. On pensait que ça n'existait pas, mais on en a vu récemment. Alors, sur la politique climatique, vous dites aussi c'est le royaume du passager clandestin. Oui. Oui, parce que le problème fondamental du réchauffement climatique, voyez, 2 degrés. Eh bien, on est là, on négocie. Et puis, nous sommes tous là, toutes les nations, il y a 100 nations sur la Terre. On se dit 2 degrés, ça fait 0,02 degrés chacun. Donc moi, je vais faire des efforts pour 0,02 degrés. Après, je rentre chez moi et je vais expliquer aux Français, on va se serrer la ceinture pour 0,02 degrés. Non, les gens rentrent chez eux et se disent 0,02 degrés. Moi, je fais rien. Personne s'en apercevra d'ailleurs. Ce seront les autres qui feront. Et là, c'est ce qu'on appelle un problème classique de l'action collective. Le problème, c'est que quand j'évalue les efforts que je fais en France, il faudrait compter non seulement le bénéfice que ça a pour les Français, mais le bénéfice que ça a pour les Chinois et les autres. Oui, c'est ça le drame aussi de ces politiques climatiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours ceux qui ont l'impression de faire des efforts pour les autres qui n'en font pas. C'est le principe du passager. C'est le principe du passager clandestin. L'idéal, toujours, c'est de ne pas faire d'efforts soi-même et de profiter des efforts des autres. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, Ivar Eklund ? Qu'est-ce qu'on change ? Sur quel levier on actionne pour qu'on prenne enfin en compte ces problématiques climatiques aujourd'hui ? Bon, alors il y a des mesures techniques, si j'ose dire, le taux d'intérêt écologique, l'énergie nucléaire, mais je pense que le problème va plus loin. Je pense que les gouvernements ne sont pas les bons acteurs. Les gouvernements ne sont pas ceux qui doivent négocier le climat, parce que numéro 1, leur horizon est beaucoup trop court, ils sont déjà 1 an, 2 ans, et numéro 2, ils sont dans le passager clandestin. Le gouvernement français, il ne s'occupe pas des Chinois. Qui doit négocier le climat alors je pense que le recours, ça va être soit des organisations internationales, comme l'ONU, soit les citoyens. C'est-à-dire que je pense, quand vous regardez autour de vous, je pense que les individus sont plus concernés que les États, je pense que les municipalités sont plus concernées que... Vous dites qu'il faut que l'homme change aussi. Je dis qu'il faut des mouvements citoyens. On peut faire des boycotts, par exemple. On peut boycotter des entreprises, ça se fait, qui travaillent mal. Si vous voulez, le problème n'est pas uniquement économique, c'est un problème éthique. Et il commence à y avoir des mouvements en ce sens. La dernière encyclique pontificale, par exemple, disait exactement ça.
Allez, le mot de la fin, Jean-Marc Jancovici. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut trouver des organismes transnationaux ou supranationaux qui ont un effet de levier sur une partie de la solution. Le pape est un très bon exemple. La religion, c'est transnational ou supranational. Je vais en donner quelques autres, puisqu'ici on parle d'économie. Le comité de stabilité financière qui a été instauré après la crise, s'il dit je vais faire des stress tests sur les portefeuilles d'investissement et ceux qui seront trop riches en carbone, ils vont se prendre des mesures prudentielles qui seront plus sévères, c'est pas du tout une blague, c'est en train d'arriver. Bon, le G20 a donné un mandat au Conseil de stabilité financière pour qu'il s'en occupe. Si le comité de Bâle dit les banques qui prêtent à des activités qui détruisent le climat, il y a un besoin de couverture en fonds propres plus élevé pour ces banques, ça va avoir un vrai impact. Donc en fait, c'est ces endroits-là qu'il faut identifier dans le monde économique et ailleurs, parce que c'est là que la vraie vie va se jouer. Merci beaucoup, merci Jean-Marc Jancovici. Merci à vous. Merci Ivar Eklund. On se retrouve dans quelques instants avec nos critiques.